Très aimé de vous retrouver sur nos antennes. Bienvenue à votre émission 30 minutes pour convaincre qui ne cesse de rimer avec l'actualité, surtout qui ne cesse aussi de vous mettre au parfum de l'actualité marquant la République démocratique du Congo. Ce week-end, nous vous souhaitons déjà un très bon week-end, surtout un bon matin chez vous. Aujourd'hui, nous allons juste essayer d'analyser cette problématique aussi qui ne cesse de toucher l'attention de la population congolaise, la négociation du Rwanda entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Quelle suite pour cette crise dans la partie est de la République démocratique du Congo, et on chitera avec le tout dernier saisier des millions de morts économiques depuis 1990 à nos jours, des génocides pour le gain économique, les enjeux et les dangers. Alors pour y faire au moins à toute cette thématique au moins de cette matinée, je ne suis pas seule, je récite pour vous analyste économique, professeur en management. Il s'agit du professeur Joël Nzevou. C'est avec lui que nous allons juste partager ces plateaux de 30 minutes. Trois chers professeurs invités. Bon week-end, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour. Merci beaucoup. On va ouvrir cette émission avec les sujets sécuritaires dans la partie est de la République démocratique du Congo. Très cher professeur, jour pour jour, la République démocratique du Congo ne cesse d'être au moins victime de cette crise, et surtout que la montée de la tension revient le goût de chaque jour. Quel est votre regard porté à cette crise sécuritaire dans la partie est de la RDC? Merci pour la parole et surtout pour votre invitation. Le problème de l'Est, c'est un problème qui date de très longtemps et qui a de sources très lointaines. Et c'est avec un cœur meurtru que j'essaie d'aborder ces sujets, puisque moi-même j'ai été victime de cette guerre parce que j'ai de la famille de ce côté-là. J'ai perdu des membres de famille de ce côté-là. C'est triste, mais je pense qu'il y a toujours des solutions à toutes choses. Des solutions, il y a plus de 30 ans que la République démocratique du Congo est victime du jour au lendemain. Que préconisez-vous de toutes les façons, comme vous êtes au moins victime de cette crise, les causes, s'il faut nous décrire en fait, pour que la population aussi ait connaissance, surtout la mise en jour de nos mémoires aussi nécessairement au moins d'être activés, professeur. Bon, nous devons d'abord savoir que le problème majeur, c'est le problème de ce que nous appelons la création du royaume Tutsi-Ima. Donc il y a nos frères, si je peux les appeler ainsi, qui veulent à tout prix avoir une partie de la République démocratique du Congo où ils vont implanter les royaumes là, Tutsi. C'est là le grand problème. Tout ça se cache derrière ça. En fait, le Rwanda a un agenda caché. Même les négociations qu'on est en train de faire, ça n'aboutira pas. Je ne suis pas pessimiste, mais je vous l'ai dit. Parce que la RDC ne connaît pas l'agenda du Rwanda. Parce que le Rwanda joue un jeu de cache-cache. Il n'est pas clair dans tout ce qu'il est en train de faire. C'est ça le problème. Alors, si tel est le cas, ça sert à quoi au moins à pouvoir négocier avec le Rwanda au moment où nous connaissons qu'ils jouent les jeux de cache-cache avec la République démocratique du Congo? Mais c'est là où la RDC doit aussi être prudent dans cette négociation. Puisque lorsque les experts en négociation parlent de 4 cons. 4 cons, le premier comme contact. Le premier con comme contact. Lorsque vous négociez, qui est votre contact? Ici, nous avons le Rwanda et la RDC, c'est bon. Mais il y a un deuxième contact que la RDC essaie d'ignorer. Ce sont nos propres frères, je dirais ceux qui font l'AFCD, les Nanga et les autres. D'une manière ou d'une autre, ils sont inclus dans le conflit. Les exclure, d'après moi, je trouve qu'il y a encore un problème là-dessus. On ne fait que créer encore un problème. Parce que ces gens-là, se sentant frustrés, vont continuer toujours cette guerre-là. Bien qu'ils sont soutenus par le Rwanda, mais ils ont aussi des choses qu'ils sont en train de revendiquer.
Donc la RDC devrait aussi tenir compte de tous ces Congolais-là, qu'on les appelle, je sais pas, les terroristes et tout ça. Oui, dans une famille, même quand l'enfant est rebelle, même si vous avez un enfant Koulouna dans la famille, à un certain moment, il faut l'écouter aussi. Et croyez-vous que le président de la République démocratique du Congo va s'incliner devant Nanga pour solliciter juste une négociation? Bon, lui, il a déjà déclaré clairement qu'il ne négocie pas avec eux. Bon, ça c'est le point de vue du président, que moi personnellement je ne partage pas. Puisqu'en tant que père de la nation, il devait écouter tout le monde. Il devait écouter tout le monde. Il y a même pas par négociation, mais ne fût-ce qu'écouter, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous vous rébellez? Quel est le problème? En tant que père de la nation, moi je pense qu'il devait les écouter. Et quand Joseph Kabila, président honoraire de la République démocratique du Congo, est acquis aussi d'avoir, au moins promouvoir, s'il faut le dire, soit soutenir Alliance des forces du Congo, du fleuve Congo, croyez-vous le fait pour le président de la République démocratique du Congo d'aller voir aussi son successeur avec son prédécesseur n'est pas aussi une mesure efficace pour mettre fin à cette montée de la tension de la partie est de la République démocratique, comme vous l'avez juste évoqué, que ce sont juste nos frères qui sont aussi inclus à ces dossiers? Bon, moi je pense que quand un président de la République arrive à déclarer comme ça, il est le mieux informé. Donc ça veut dire qu'il a des informations sûres qui prouvent assez que Kabila est en train de soutenir Nanga. Puisqu'à ce niveau-là, faire de telles déclarations, donc il faut avoir de preuves tangibles. Ça, je le conçois. Mais il y a aussi un problème de l'autre côté. Nous, les Congolais, nous avons l'impression, c'est comme si la guerre là concernait Sema Tshisekedi, le président. Et non la population. Non la population, tout ça. C'est lui le président, c'est son régime, donc qui se débrouille. C'est pour ça, voilà, même nos policiers, à chaque fois, l'autre fois, le président a tendu la main à tout le monde. Et personne ne voulait venir. Même l'opposition. Ah, même l'opposition. Voilà, ça aussi, c'est un problème. Ah, oui. Mais pourquoi l'opposition reste moins dans son coin pour ne pas s'impliquer à cette montée de la tension? Parce que ça concerne moi, c'est une affaire qui concerne tout ce qu'on voulait juste l'évoquer. Oui, il y a un problème d'abord de nous, Congolais. Les Congolais disent, si Tshisekedi arrive à gagner cette guerre, l'honneur reviendra à Tshisekedi, la population, il aura tout le flair, ce sera pour lui, tu vois. Alors, il faut faire en sorte qu'il échoue. Mais entre-temps, c'est la population qui souffre. Mais la politique veut à ce que Tshisekedi échoue pour qu'on dise maintenant à tout le monde, voilà votre président, il a échoué. Et ça prouve qu'il y a aussi une complicité de la population dans cette guerre, moi. Bon, la population, pauvre population, qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans? Il ne fait que subir. Il ne fait que subir. Mais c'est la politique qui est à la base de tout ceci. C'est la politique. Il serait dit aussi que ceux qui vivent dans la partie est de la République démocratique du Congo, qui sont victimes, n'arrivent pas à pouvoir dénoncer, entre autres, les M23, les rebelles qui les fréquentent de toutes les façons. Il y a ceux-là qui gardent même les rebelles dans leur maison. Mais pourquoi cette complicité au moment où vous êtes victime au moins de cette montée de la tension? Ma sœur, je te dis une chose. Il faut vivre dans les coins pour voir qu'est-ce qui se passe là. La population est traumatisée. La population est tellement traumatisée qu'en tête, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus quoi dire. Lorsqu'une ville est tombée, les M23 est là, mais c'est le terrorisme total. Tout le monde est terrorisé. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Ils sont terrorisés. Devant quelqu'un qui a l'arme, qu'est-ce que la population peut faire? Rien du tout. Pour tourner la page avec ces dossiers au moins sur la montée de la tension de la partie est de la République démocratique du Congo avec les négociations RDC au Rwanda, dans l'affirmatif, professeur, vous attendez à quoi exactement? Rien du tout. Je ne m'attends à rien. Ça sera, cette négociation va naître d'une souris. Il n'y aura rien là-dedans. Il n'y aura rien dedans. Parce que les préalables ne sont pas réunis. Puisque vous négociez avec quelqu'un, vous ne savez pas son agenda. Vous ne savez pas, il revendique. Vous allez négocier sur quoi? Ça, c'est le quatrième con, connaître.
connaître son adversaire, connaître la personne avec qui vous êtes en train de négocier, connaître son agenda, connaître ce qu'il revendique. C'est ça le problème de la RDC. La RDC ne connaît pas. Le Rwanda a un agenda caché que la RDC ne connaît pas. C'est ça le problème. Vous avez négocié quoi? Voilà, c'est ça aussi qui pose problème avec le président de la République, parce que lorsqu'il était en Belgique, il avait dit qu'il ne va pas négocier avec le Rwanda, mais un bon matin, on se réveille devant la table de la négociation. Une chose et c'est contraire à la fois. Croyez-vous que Paul Kagame aussi de son côté sera mesure de tout voiler, comme vous l'avez évoqué, de connaître au moins ce que c'est le Rwanda demande à la République démocratique? Non, pas du tout. Il ne peut pas. Lui, il a son agenda caché et il travaille pour la réalisation de cela. Donc il ne peut pas se dévoiler devant son ennemi. Non, pas du tout. Il ne peut pas se dévoiler. S'il faut lancer un message fort, alors retournez la page avec ces dossiers. La RDC doit organiser son armée. La RDC doit se battre. On négocie en position de force. Lorsque vous êtes faible, vous n'allez pas gagner cette négociation-là. Vous allez faire beaucoup de concessions alors que vous allez tout perdre. Parce que vous êtes en position de faiblesse. On ne va pas une négociation en étant en position de faiblesse. C'est ça là où nous sommes. Nous sommes en position de faiblesse. Le Rwanda et le M23 ne fait que gagner des villes. Ne fait que gagner des villes. Ils sont en position de force sur le terrain. Quand ils viennent en négociation, ils imposent. Alors la RDC, il est dans une position de faiblesse. On ne peut pas, même dans cette négociation-là, on sera perdant. C'est déjà notre armée qui nous pose problème. Oui, on devait être fort sur terrain. Vous verrez, si jamais la RDC commence à récupérer des villes, il récupère toutes les villes, vous verrez maintenant c'est les Rwandais et les M23 qui commencera à demander la négociation, se trouvant dans une position de faiblesse. Quand vous avez évoqué juste un problème avec notre armée, je me rappelle que c'était juste le mercredi de cette semaine que l'armée avait annoncé aussi le faux Ouazalendo au sein de cette armée. Que demandez-vous juste comme précaution au niveau de notre armée, professeur Joël? Bon, il y a un problème, l'armée doit être organisée. Notre armée doit être organisée. À l'époque de Mobutu, quand nous on était encore des enfants, on pouvait seulement voir le militaire comme ça, on peut savoir il est de quel côté. On connaissait les bérets rouges, on connaissait déjà un militaire avec un béret rouge, on sait déjà des Tanseta. Voilà. Quand on voit un militaire avec le béret vert, on sait que c'est un commando. Donc tout était bien, même l'organisation dans l'air tenue, on pouvait déjà classifier il est de quelle unité. Nous, en tant que civils, on savait cela. Maintenant, oui, l'organisation, l'armée n'est pas très bien organisée. On organise l'armée, on dote l'armée de tout ce qu'il a besoin. Mais dommage qu'il s'est fait que même dans l'armée, on nous dit qu'il y a des traîtres, des gens qui trahissent l'armée. Vraiment. Ça aussi, c'était notre problème. Ouais, que le problème est tellement multiple. Multiple. Alors, il faut commencer à résoudre problème par problème. Merci beaucoup. On tourne la page sur la montée de la tension de la partie est de la République démocratique du Congo. On ouvre une nouvelle page sur les génocos. De toutes les façons, jour pour jour, c'est au-delà même de 30 ans que la République démocratique du Congo est dans l'insécurité économique, je vais le dire ainsi. Très cher professeur, étant expert à la liste à l'économie, quelle lecture faire sur l'histoire économique de la République démocratique du Congo depuis 1960 à nos jours? Ouais, depuis 1960 jusqu'à nos jours, il y a eu de bons temps et de mauvais temps aussi. Des 60, lorsque nous avons eu l'indépendance, déjà nous sommes entrés dans des conflits. Kassavoué, Lumumba, celui-ci destitue, celui-ci, tout ça. Donc la politique influe terriblement sur l'économie. Lorsqu'à la politique rien ne marche, ne nous attendons pas que quelque chose va marcher de côté économique. Déjà, dès le départ, c'était un mauvais départ pour la RDC. Déjà des conflits, Kassavoué, Lumumba et puis Mobutu, Lumumba, il y avait déjà des problèmes. Alors Mobutu au pouvoir, il y a eu vraiment l'instabilité. Vous vous souvenez qu'à l'époque, lorsqu'on a créé la monnaie Zaïre, un Zaïre équivalait à 2 $. Vous voyez? Donc l'économie était quand même bien. On nous dit même qu'à cette époque-là, les gens enviaient la RDC que le Canada. Mais aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Tout s'est renversé. À l'époque de Mos, c'était bien jusqu'aux années 80.
La RDC, c'était un pays où il faisait beau vivre, du point de vue sécuritaire, même du point de vue économique. Mais les choses ont commencé à chuter après 80. Lorsque Mobutu a raté son programme de je crois, quinquennat sur l'agriculture, priorité des priorités, agriculture, retroussons nos marches, agriculture, priorité des priorités, c'était un bon programme, mais ça n'a pas vraiment marché et tout a commencé à basculer. Croyez-vous que c'est le conflit interne ou externe qui bloque au moins le plan économique de la République démocratique du Congo? Non, en fait, c'est d'abord dans l'interne. C'est d'abord à l'interne, oui. C'est d'abord à l'interne. Les Congolais, je ne sais pas comment nous savons. Les Congolais, nous-mêmes, nous nous étirons vers le bas. Lorsqu'il y a un bon projet, il y a toujours quelqu'un qui se lève et qui n'accepte pas. Et ce qui m'étonne toujours, lorsqu'on n'accepte pas, on n'arrive pas à proposer la solution. Ah, ce n'est pas bon, c'est pas ceci, c'est très bien. Mais quelle est la solution? Ça, c'est les Congolais. Mais là, s'il faut évoquer quand même, je vous pose d'abord cette question, je vais y revenir au moins. Quels sont les problèmes économiques de la République démocratique du Congo? La production, on ne produit pas. On ne produit pas, ça c'est des 1. Ça c'est le grand problème, on ne produit pas. Et puis notre économie est vraiment centrée uniquement sur les matières premières, le minerai. D'autres secteurs. Donc, alors, on devait commencer par diversifier notre économie. On a eu le projet Bukangalozo. Où sommes-nous, professeur? Parce que il s'agit aussi de la production. Moi, Bukangalozo, l'idée était bonne. Okay. L'idée était vraiment bonne. C'est peut-être dans la pratique que ça n'a pas marché. Dans la pratique, ça n'a pas marché. Je ne connais pas vraiment les clauses des associés, puisque j'ai appris qu'il y avait des associés sud-africains, tout ça. Je ne sais pas vraiment les clauses. Mais l'idée était bonne. Faire des parcs agro-industriels comme ça, c'était bien. C'était une façon de relancer l'agronomie, l'agriculture chez nous. C'était bon. Mais comment ça s'est fait? C'est ça le problème. Ça n'a pas abouti. Alors, s'il faut faire aussi un pas, de toute façon, avec ces projets de 145 territoires, tout est inclus aussi, un gros programme de toute façon sur le plan économique. Quelle lecture faire? Ça date déjà il y a une année déjà depuis que ce programme est lancé, professeur. Moi, j'ai toujours compris une chose. Au Congo, les tests sont très bien élaborés. Très bien élaborés. Même les constitutions, oui, même la constitution, même les idées, c'est toujours meilleur. Ouais. C'est un bon projet. Le développement au niveau de la base, c'est un très bon projet. Mais dans l'applicabilité, comment on applique cela? On apprend là-bas. L'autre fois, je suivais sur une chaîne de la place, on disait, on construisait des maisons, le brick, c'était pas de très bonne qualité, et puis il y a toujours des problèmes. Au fait, dans le mental des Congolais, lorsqu'on te donne une parcelle d'autorité, surtout s'il y a les finances, la première des choses, c'est savoir quelle est ma part là-dedans. Okay. Pour ne pas dire voler. Vous comprenez? Donc, oui, c'est ça la mentalité congolaise. Et je vous dirais, moi j'ai même ma main à couper qu'il y a eu détournement dans ces projets-là. Il y a eu beaucoup de détournements dans ces projets. Puisqu'il y a des coins où ça n'a pas marché. Il y a des coins où on est juste jeté les caillasses pour commencer. On n'a jamais commencé. Il y a eu ceci. Donc, on essaie d'évaluer. Vous verrez que par rapport à ce qu'on a prévu et à la réalisation, il y a un écart. Il y a vraiment un écart. Alors, s'il faut décrire au moins le facteur qui freine la croissance économique de la République démocratique du Congo, quel secteur au moins trouvez-vous que ici ça ne marche pas, ici ça ne marche pas, ici ça freine vraiment? Tout ne marche pas au Congo. Tout ne marche pas au Congo. Tout ne marche pas. Il n'y a pas un secteur qui marche au Congo. Rien. Tout ne marche pas au Congo. Comme disait un ami, le Congo est à refondre. Le Congo est à refondre et à commencer à recommencer. Tout ne marche pas au Congo. Je ne sais pas si vous avez un secteur, vous me dites, on va débattre là-dessus. Non, de toute façon, vous êtes là juste pour répondre, au moins surtout éclairer l'opinion à cette thématique. S'il faut tout refondre, à quand faut-il alors redresser le fonds du peuple congolais, professeur? Moi, je me dis, le problème des Congolais, d'abord, c'est le problème de l'homme congolais. Nous n'avons plus l'amour de la patrie. Okay.
La majorité n'ont plus l'amour de la patrie. Je vous dirais une chose par rapport à nos frères ici, tous les Rwandais. Un Tutsi ne peut pas trahir son frère Tutsi. Ça, jamais. Ça, je vous l'ai dit, jamais. C'est tant déjà, moi j'ai vécu avec Eagoma, tout ça. Et un Tutsi ne peut pas trahir son pays, ne peut pas trahir donc, son frère Tutsi. Ça ne peut pas se faire. Mais nous n'avons pas l'amour du pays. La majorité des gens aujourd'hui qui s'allient à Nanga, bien sûr, ils peuvent avoir leurs revendications, mais ce sont des trahisons. On trahit notre nation en s'alliant avec le Rwanda qui a un agenda caché, connu à moitié. Mais les gens s'allient, ils sont en train de trahir. Aujourd'hui, qui a tué le musée Kabila? C'est nous-mêmes les Congolais. Même si c'était commandité par l'étranger, mais c'est nous-mêmes, selon ce qu'on nous dit. C'est l'un des gardes-corps qui est un Congolais comme nous. Comment tu peux trahir ton frère? Comment tu peux arriver à tuer Lumumba? Qui a tué Lumumba bien que sa société commanditée par l'extérieur? C'est nous-mêmes les Congolais. Nous n'aimons pas notre pays, c'est ça le grand problème. Lorsqu'on commencera d'abord par aimer le pays, on ne va pas faire du mal à quelque chose ou à une personne qu'on aime bien. On ne peut pas faire du mal. C'est ça le problème du Congo. Tous ceux qui sont en train de voler, tous ceux qui sont en train de piller, tous ceux qui sont en train de faire des choses horribles au pays, c'est parce qu'ils n'ont pas l'amour de la patrie. En dehors de l'amour, il y a aussi un problème de la conscience, de toute façon, professeur. Oui, ça c'est vrai. On commence d'abord par l'amour. Lorsqu'on aime, on ne peut pas faire du mal. Exactement. Et puis, il y a la conscience maintenant de développer les pays. Moi, j'ai toujours aimé ces groupes-là. On les chante souvent dans Indépendance Tchatcha. On parle de Lumumba, Kasavubu, Bolikango. Ils étaient jeunes, hein? Ils étaient dans les trentaines, 30, 35 ans, tout ça. Ils se sont ligués. Ils ont dit indépendance. Nous voulons être indépendants. Ils ont lutté, ils avaient l'amour du patrie. Mais cet amour-là de nos pères, je ne le vois plus aujourd'hui. Je ne le vois plus aujourd'hui chez nos politiciens. C'est par rapport au positionnement politique ou bien à la recherche des postes qui posent problème. C'est ça qui sont à la base que chacun cherche d'abord son intérêt. C'est ça qui bloque cet amour qui freine, cet amour ou bien c'est juste en connaissance des causes qui poussent aux Congolais d'agir ainsi. Non, je pense que c'est toujours cette envie-là d'avoir des postes, cette envie-là d'être toujours là. Regardez seulement. Quelqu'un peut être avec le président de la République aujourd'hui. On nomme des ministres, on nomme des PDG, on l'oublie. D'office, il balance vers l'opposition. D'office, il commence à critiquer. Pourquoi? Parce que lui, ce n'est pas le pays. Ou on le met quelque part où là, lui n'est pas content de ces postes-là. Directement, il se rebelle. Mais on peut servir ton pays là où on te met. Tu peux le servir là. C'est cet amour-là qu'avaient nos pères de l'indépendance qui manque actuellement à tous ces politiciens. C'est faux. Alors, essayer un peu de démontrer le danger. On prend d'abord du côté danger de Genocos, de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que dirais-vous? Non, il y a beaucoup de choses. Vous savez, je resterai économique. Okay. Je resterai dans l'économie. Lorsqu'il y a guerre, lorsqu'il y a génocide, comme vous êtes en train de faire, Genocos, tout ce qu'on pourrait dire, il y a d'abord le facteur de production qui se perd. Il y a d'abord le premier facteur de production, c'est l'homme. L'homme. L'homme, on tue nos frères et sœurs. L'homme, on les tue. On détruit la ressource humaine. Donc déjà, ça cause un problème pour la production. Et il y a encore, deuxièmement, il y a des infrastructures qui sont détruites. Puisque la bombe, lorsqu'on lance, ça ne choisit pas. Ça peut tomber sur les écoles, ça peut tomber sur les industries, ça peut tomber sur n'importe où. Il y a destruction de ressources matérielles. Et puis, financièrement, les choses maintenant ne vont pas très bien. On ne produit pas, il y a encore problème d'argent. Il y a pas moyen de délocaliser aussi des secteurs de la production, s'il ne faut pas de toute façon envisager que la partie est la République démocratique du Congo, on peut aller aussi produire à l'ouest, au nord, au centre même, professeur. Non, en fait, quand on a de guerres comme ça, comme à l'est, il y a ce qu'on appelle effort de guerre. Okay. Et l'effort de guerre, je dirais, il est budgétivore. Il faut beaucoup d'argent
pour mettre dans les secteurs là de l'armée. Il faut des munitions. Vous savez, par exemple, les munitions, on ne réutilise pas. Donc, dès que ça sort, il faut acheter encore. Ça ne fait qu'acheter. Donc, ça veut dire que c'est un secteur budgétivore. Le budget, toutes les recettes publiques sont orientées vers la guerre. Ça devient un problème. Donc, on ne sait même plus comment financer d'autres secteurs économiques du pays. Parce que tout l'effort de l'État est basé sur la guerre. C'est déjà un problème. Donc, on ne sait pas faire autrement. Là, c'était juste le tout premier danger. Alors, les autres dangers? Ok. Les autres dangers, quand je disais, on a des problèmes de production. On ne sait pas produire parce que tous les facteurs de production sont en mort. Donc, il y a les ressources humaines, il y a la guerre, il y a des décès, il y a ressources matérielles, destruction des infrastructures, et on ne sait pas évoluer. Ça sont des dangers. On ne sait pas produire. Et pendant ces temps, il y a nos enfants qui n'étudient pas. Pendant la guerre, ils n'étudient pas. Déjà, c'est ça, même comme disait un auteur, si vous voulez détruire un pays, détruisez le système éducatif et revenez dans 20 ans. Vous verrez que ce pays-là sera détruit. Là, partant de là, alors le président de la République aussi a-t-il raison de dire que la population ne le juge pas de toute façon, vu qu'il n'y a pas la production, vu que l'homme congolais pose problème déjà, vu que nous avons des problèmes de ressources ainsi que matériel de la production. Étant que père, il a le droit aussi de dire à ses enfants, ne me touchez pas trop, ne me tenez pas trop de rigueur. Tout à fait. Non, en fait, non. Là, c'est... Bon, c'est une fuite en avant. Donc, quand on est père, on assume. On assume. Okay. Moi, j'ai déjà vu, en tant que professeur, j'ai déjà vu un papa qui est venu payer les frais, vérifier si l'enfant avait payé les frais. Il a donné les frais, l'enfant a bouffé l'argent. Le papa a dit, moi, ça fait plus d'une année, je ne m'achète même pas un pantalon. Je me sacrifie pour cet enfant. Mais regarde ce qu'il fait. Mais malgré cela, le papa fait encore sortir l'argent, la paye. Quand on est papa, on assume. Moi, je ne suis pas pour cette phrase-là. Que ne me jugez pas tout ça. Non, non. Les enfants doivent voir ce que le papa est en train de faire, l'effort de papa. Et les enfants eux-mêmes vont dire non, je ne saurais pas déranger papa parce que je vois ce qu'il est en train de faire. Non, je le laisse. Toujours du côté d'Anché, quel est l'impact socio-économique du conflit en RDC? Cet impact-là, il est visible. C'est la crise économique. Et quand il y a crise économique, ça amène tous ces panoplies des effets. Vous savez, la crise politique qui influence sur la crise économique, ça peut entrer même dans la crise des familles. Je peux peut-être vous choquer. Vous savez que la crise politique et la crise économique a causé des divorces dans des familles. Exactement. Voilà. Ça n'a pas non plus de conséquences. Non seulement politiques, non seulement économiques, même sur le plan familial. Et regardez maintenant, il y a des couples séparés. Les enfants restent comme ça, ils ne savent pas quoi faire. Et dans 20 ans, que deviendront ces enfants-là? Là, ça ne sert à pas de toucher même les secteurs sociaux de la République. Comprenez? Donc ça touche tous les secteurs. On nous signale que nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Alors, les enjeux sur le plan économique pour redresser encore l'économie de la République démocratique du Congo, que préconisez-vous alors, professeur? C'est comme je disais, la politique influe terriblement sur l'économie. Quand il y a la paix, il y a lieu de tout faire. Quand il y a la guerre, on ne sait pas quoi faire. Je pense que la politique doit s'organiser en faire de laisser l'économie émerger. Nous devons nous organiser pour gagner cette guerre ici. Puisque maintenant, ça sera comme une raison pour notre père de la nation. Ça ne marche pas parce que tous mes efforts sont orientés vers la guerre. Et donc, le président a terminé cette guerre. Comme ça, même pas lui, même celui qui viendra après. Avec la paix, on peut reconstruire. Mais tant qu'il n'y aura pas la paix, on ne sait pas reconstruire. On ne sait pas reconstruire. Donc, nous devons d'abord lutter pour qu'il y ait la paix. Moi, j'ai aimé à l'époque, même si je n'adhérais pas trop, mais moi, je regarde côté détermination de Mobutu. Qu'est-ce qu'il disait à cette époque? Même s'il faut négocier avec le diable pour que la paix revienne au Zaïre, je le ferai. Donc, je ne regarde pas le fait de négocier avec le diable. Moi, je regarde cette détermination.
Il voulait tout simplement dire, je suis capable de tout faire pour que la guerre revienne. On le sait. Lui-même, il était même sur le terrain. On sait la guerre des 80 jours au Katanga, la guerre de Ceci Mobutu a lutté. Il a vraiment... On doit voir cet effort. On doit voir cet effort-là. Par exemple, moi, je me dis, lorsqu'on a enterré le gens qu'on a tué, les 30 au niveau de Goma, là, les 30 personnes là, c'était, moi je pense, c'était une occasion pour le président de la République d'être sur place et de lancer un message fort pour la population. En tout cas, c'était une occasion ratée. C'était une occasion ratée. Occasion ratée pour le président de la République démocratique du Congo. Vous nous avez dit, parce que là, vraiment, c'est ma toute dernière question. Vous allez juste donner vos orientations au gouvernement, que ce soit aussi au chef de l'État. C'est vrai que c'est la politique qui pose problème parce que la guerre, avec la stabilité économique de la République démocratique du Congo aussi, dépend de la stabilité politique de la République démocratique du Congo. Vite les enjeux sur terrain à ce qui concerne moi la négociation pour remettre la paix dans la partie de la République démocratique du Congo avec les nouveaux médiateurs. Ce n'est pas au moins une nouvelle pour la République démocratique du Congo parce que l'année passée aussi, c'était les Rwandais qui étaient au centre au moins de cette négociation. Aujourd'hui, il est encore de retour. Que sentez-vous comme étant la part du côté Luanda pour la République démocratique du Congo afin de retrouver aussi la stabilité économique de la RDC? Vous savez, dans ce monde, il y a des alliances qui se créent et qui se défait. Lorsque vous avez des alliés forts, vous êtes aussi fort. Okay. Le Rwanda a des alliés forts. On nous dit que les États-Unis sont derrière le Rwanda et les multinationales. Mais il y a la Russie qui est là. Pourquoi la RDC ne peut pas aussi prendre la Russie? C'est la diplomatie qui pose problème? Oui, ça aussi, il y a un problème. Moi, quand on me dit là, la diplomatie agissante et tout ça, moi, je dis ce sont des mots. On doit passer aux actes. Nous avons appris que le trône ou le poste de président a été menacé si jamais il entrait en contact avec la Russie. Il ne peut pas collaborer avec la Russie. À un certain moment, quand on est politique, il faut parfois faire tête. Il faut parfois montrer que vous êtes dur. Paix à son âme, Mosé, Laurent Kabila. Il faut donner la main coupée. Mais oui. Oui, parfois, oui. Lui-même, il avait dit. Si je dois mourir, je mourrai. Même je... Mais c'est ça le moment maintenant. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous avons eu le réel plaisir de partager ces plateaux de 30 minutes pour convaincre avec des thématiques sur la crise sécuritaire de la partie est de la République démocratique du Congo, le jeune compte de la RDC. Le réel plaisir était de recevoir le professeur Joël Nzevou, l'analyste économique, ainsi que professeur en management. Nous vous disons merci pour cette lumière apportée à cette émission, professeur. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez la rediffusion de cette émission de demain à 15h. Et on se retrouve au mois pour le nouveau numéro les mercredis à partir de 16h. Portez-vous bien. Bon week-end chez vous. Au revoir.